Bonjour, bienvenue à toutes et bienvenue à tous. C'est la première de Terre de Mer. Pendant 30 minutes, nous vous invitons à vous plonger dans le bassin d'Arcachon pour mieux connaître ses traditions, son environnement fragile, les gens qui l'aiment, les gens qui y travaillent et surtout les gens qui le protègent. On va aller retrouver nos invités dans quelques instants dans une très belle cabane au port de Larros, à Gujan-Mestras. Mais en attendant, vous l'avez reconnu, nous avons ici notre invité d'honneur, le parrain de cette émission, c'est Yannick Bestaven. Bonjour Yannick. Bonjour. Bonjour Yannick, tu es un enfant de ce bassin, tu es arrivé à Biganos, tu as fait du canoë sur l'Aller, tu as appris à faire de la planche à voile sur le bassin, tu as été ensuite au club de voile et même formateur au club de voile. Ton chantier à La Rochelle, pourtant tu es très fidèle au bassin. Pourquoi tu aimes revenir sur le bassin d'Arcachon? Oui, c'est vrai, j'adore revenir sur le bassin d'Arcachon parce que c'est l'endroit où j'ai mes racines, où j'ai pris mes sources, où j'ai découvert les sports nautiques en commençant par le canoë-kayak puisque je vivais à Biganos dans le fond du bassin, donc sur la Leyre, j'ai fait le canoë-kayak. Puis après, du surf sur les plages océanes, puis de la planche à voile et de la voile au cercle de voile d'Arcachon sur le bassin. Donc c'est un endroit magnifique que j'adore particulièrement, où j'aime venir me ressourcer. Cette ressource, elle passe aussi par une passion pour le kitesurf. En quoi, quand on est rochelais, on privilégie les spots de kitesurf sur le bassin d'Arcachon? Oui, il y a des beaux spots de kite partout, mais c'est vrai que plus particulièrement sur le bassin d'Arcachon, parce qu'on peut faire du kite à l'intérieur du bassin où c'est assez sécuritaire avec la mer plate. On peut faire des balades avec le tour de l'île aux oiseaux qui est très, très joli à faire, mais aussi aller dans les rouleaux et dans les vagues océanes à la sortie du bassin, sur le banc d'Arguin ou dans les plages, au début des plages landaises au sud du bassin. Donc il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts et c'est un endroit que je connais très bien. Qui mieux que Yannick Bestaven peut nous aider à prendre la mer pour mieux regarder la terre? C'est ce qu'on vous propose, c'est tout de suite dans Terre de Mer. L'Aller, c'est un endroit où je m'entraîne depuis toute petite. Mes premiers coups de pagaie, je devais avoir 7-8 ans. Aujourd'hui, je m'entraîne encore dessus, j'ai 21 ans et pourtant le plaisir est resté le même. Quand je navigue sur l'Aller, c'est vraiment un retour aux sources. Et l'Aller, c'est aussi la source du bassin, là où tout commence. Il fut un temps où le bassin d'Arcachon n'existait pas. Une époque lointaine où la Leyre et les rivières landaises plongeaient directement dans l'océan. Au début, se trouvaient sur l'étendue de Landaise des rivières, dont la Leyre qui s'écoulait vers le large. Si vous voulez, les Landes s'étendaient en gros jusqu'à 100 km au large. Le niveau marin était beaucoup plus bas. La remontée du niveau marin a repoussé les sables vers le continent, enfermant les lacs landais et le bassin d'Arcachon derrière un rideau de dunes. Mais contrairement au lac landais, le bassin d'Arcachon est resté ouvert sur l'océan, grâce à une conjonction rare de facteurs géologiques. Il existe une faille qui suit le littoral est du bassin, entre Biganos et Arès, qui explique que, à la différence des lacs landais, le bassin d'Arcachon ne s'est pas fermé. L'effet de l'enfoncement des sédiments dans ce secteur précis du bassin a permis de maintenir le bassin ouvert. L'estuaire de la Leyre a bénéficié d'une configuration géologique exceptionnelle, mais son débit plutôt modeste
ne peut expliquer à lui seul la naissance d'un espace aussi vaste que le bassin d'Arcachon. Il doit son existence en tant que lagune à la puissance des marées océaniques. Ce marnage, la différence de niveau entre la pleine mer et la basse mer, engendre des courants de marée qui sont capables de maintenir ouverte la passe. 2 fois par jour, entre 200 et 400 millions de mètres cubes d'eau s'engouffrent dans le bassin. Au fil des siècles, ce va-et-vient puissant, conjugué aux forts courants côtiers, la dérive littorale nord-sud, ont achevé de tracer le profil du bassin d'Arcachon. Dans l'ensemble, la géométrie du bassin n'a pas changé depuis le siècle de Louis XIV. Entre l'époque romaine et l'époque mérovingienne, la dérive littorale pousse la dune côtière vers le sud. Le Cap Ferret se préfigure, tandis qu'une langue de sable se déploie vers le nord depuis l'emplacement qu'occupe actuellement Arcachon. À l'époque médiévale, le bassin commence à offrir une configuration proche de celle qu'on lui connaît aujourd'hui. Si le Cap Ferret s'agrandit de plus en plus, la péninsule au sud disparaît au fil du temps sous les assauts conjugués des courants de marée et des vents océaniques. La seule terre émergeant au milieu de la lagune restant l'île aux oiseaux. Cette petite mer intérieure, à la fois baie, estuaire et lagune, fait du bassin d'Arcachon un plan d'eau unique en France, un joyau de la nature. Le bassin d'Arcachon est un lieu de biodiversité exceptionnelle sur la côte atlantique française, avec cette richesse entre terre et mer, des eaux douces et des eaux océaniques. On a des présalés qui sont en bon état de conservation et qui permettent, selon les coefficients de marée, lorsqu'ils sont en eau, à toute la faune marine de venir s'alimenter sur ces espaces terrestres. Et puis on est situé également sur un couloir de migration très important nord-sud pour les oiseaux. On a aussi le plus grand herbier de zoosternènes d'Europe, donc c'est quand même quelque chose de majeur en termes de richesse de la biodiversité. On est ici sur des écosystèmes dont l'état de conservation est encore très préservé. Et puis, c'est important aussi pour les activités humaines qui dépendent de ces écosystèmes. Pour les professionnels de la mer ou les amoureux d'activités nautiques, le bassin d'Arcachon est aussi un lieu hors du commun. Alors, le côté magique du bassin, c'est quand il est surtout très calme, où c'est une mer d'huile, où il n'y a pas forcément beaucoup de bateaux. Tout simplement, c'est magnifique. Je ne verrai pas ostréiculteur ailleurs. On a une richesse qui n'est pas comparable à d'autres sites en France. On est un bassin qui est quand même protégé de l'océan, d'où l'intérêt des ostréiculteurs de s'installer chez nous. On vit au rythme de la nature. Il y a quand même, au-delà de la laire, des espaces qui sont magnifiques sur le bassin. Et c'est des points de vue sur l'eau qu'on n'a pas quand on est sur la terre. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est des choses qui sont encore préservées et j'espère que ça continuera à être aussi beau, quoi. Cette richesse entre terre et mer concourt à nous permettre sur le bassin d'Arcachon de côtoyer des rythmes à la fois journaliers à la marée, saisonniers et plus largement des grands cycles naturels de manière absolument exceptionnelle. Et ça nous donne à la fois une chance parce qu'on peut les côtoyer, on peut les observer,
et ça nous donne aussi une grande responsabilité pour les préserver. Effectivement, on a cette responsabilité environnementale et finalement, les enjeux principaux aujourd'hui, ça reste la gestion des eaux usées, ça reste la gestion des eaux pluviales, sur laquelle il faut encore travailler. On a beaucoup de travail sur ce sujet, notamment face au risque, le risque submersion marine, le risque érosion. Donc ça, ce sont des vrais sujets. Et tout ça avec un seul fil rouge, préserver la qualité de l'eau et faire en sorte de limiter notre empreinte dans le milieu. En fait, pour organiser ce lien terre-mer, il faut regarder la terre de la mer. Et là, on prend conscience de la fragilité du système et de nos enjeux. C'est ce lien terre-mer que nous devons apprendre à conjuguer pour concilier notre présence et la préservation de la qualité de l'eau. Douce ou salée, calme ou tempétueuse, souvent imprévisible, toujours en mouvement. L'eau est le véritable trait d'union, l'élément qui fait coexister l'homme et la nature sur le bassin d'Arcachon. C'est à son contact qu'on mesure l'incroyable richesse, mais aussi la fragilité de ce lieu unique en France. C'est complètement un miracle, le bassin d'Arcachon, qu'on veut préserver, qu'on veut partager et qu'on veut préserver à la fois. Si l'histoire du bassin est liée à des facteurs essentiellement géologiques, son présent comme son avenir dépendent aussi de l'homme et de sa capacité à le préserver. Nous en savons beaucoup plus sur le bassin maintenant grâce à ce film d'une grande qualité qui nous a appris beaucoup de choses. On en parlait avec Yannick à l'extérieur, mais il n'y a pas que Yannick pour en parler. Bonjour à tous les deux, on est ravis d'être rejoints dans cette magnifique cabane. Alors une cabane qui a une histoire, elle est sur le port de la Rosse, exactement dans la commune de Gujan-Mestras. On remercie son propriétaire de nous la prêter, Emmanuel Martin, qui représente aussi l'industrie nautique ici, Yves Foulon, un secteur que vous connaissez bien. Vous êtes le maire d'Arcachon, président du CIBA, dont on a déjà entendu parler. Et puis je vous présente votre voisine qu'on est ravi d'accueillir, Marie Tabarly, un nom qui sonne énormément et le prénom aujourd'hui épouse largement le nom. Vous êtes le président du CIBA, Yves Foulon, c'est le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon. On a vu la directrice en parler avec des jolis mots à l'instant. En quoi c'est important pour le président que vous êtes justement d'engager une démarche avec une telle émission ? Le CIBA, c'est un peu le gardien du temple. Le temple, c'est le bassin d'Arcachon. Le CIBA a été créé, la volonté des 12 maires du bassin d'Arcachon qui veulent préserver notre plan d'eau. Donc, on l'accompagne avec tout un tas de dispositifs. Et ça, depuis 1964, c'était au début le rejet des eaux usées. Maintenant, on est sur tout un tas d'autres problématiques. Mais notre volonté farouche, c'est de préserver ce plan d'eau. Donc, cette émission, on l'a créée pour qu'elle puisse avoir un effet de loupe. Habituellement, on regarde le bassin depuis la terre, hein, c'est ce qu'on fait tout le temps et tous nos visiteurs et nos amoureux du bassin le font comme ça. Cette émission, elle veut inverser ce rôle et plutôt de regarder la terre depuis la mer, parce que c'est quand même depuis la terre que l'on peut avoir des comportements qui puissent être mauvais pour le bassin d'Arcachon. Donc cette émission, elle a vocation à inciter, et au travers de la présence de Marie Tabarly et de Yannick Bestaven, d'inciter les populations à bien se comporter avec le bassin pour qu'on puisse le faire durer dans le temps, le protéger, le préserver. Alors justement, Marie Tabarly, c'est vraiment une vocation chez vous. Il y a une opération qui est Élémentaire Project. Alors on va en parler. J'aimerais bien que vous nous rappeliez l'origine de ce très beau projet, même s'il a été mis à mal par la pandémie. Peut-être rappeler ce que ça veut dire Élémentaire Project et c'était quoi sa vocation ?
La vocation des moments terre, c'est surtout de montrer que tout est lié. Nous, enfin, que ce soit tous les êtres humains, les continents, les différentes professions. Nous, ce qu'on aime, c'est pouvoir créer du lien face aux grands défis de l'humanité. Alors, vous avez tellement créé de liens que vous embarquez des gens, et évidemment sur des bateaux emblématiques. Alors, on a fait un petit clin d'œil, hein. Il y a un bateau ici dont vous reconnaissez forcément la coque, à Pendwick. J'en profite pour saluer Yves Parlier, qui est aussi un acteur important ici et qui a été un coéquipier de votre papa et que vous avez rencontré encore tout à l'heure. Concrètement, vous mettez des professions aussi diverses et variées que des artistes. Il y a eu Jean-François Clairvoy, pour qui on a ici en Gironde en plus une bonne reconnaissance, parce qu'il a une entreprise qui permet de se mettre en apesanteur, qui est un astronaute fascinant. Et donc voilà, l'idée c'est ce melting pot, et que ce melting pot fasse que ça échange et que ça crée du mouvement. Et que, que ce mouvement crée des idées. Bah, bien sûr. Je pense que la connaissance vient dans la diversité. Puis après, moi, je suis métisse, donc de toute manière, j'ai déjà tout mixé dès le départ, mais je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir naviguer, prendre du temps en mer, dans un endroit où on va déconnecter les gens, où on va leur sortir en plus de leur habitat, de leurs habitudes, et pouvoir recueillir plein de témoignages différents. Après, on essaye de sortir ça de façon différente, que ce soit par des spectacles, par des reportages, par des grands voyages, maintenant par des courses. À chaque fois, on choisit une thématique et on se demande avec qui on a envie de voyager autour de cette thématique-là, et qui peut nous redonner de leur temps, de leur savoir et faire partager ça aux gens. Allez, un petit mot, parce qu'évidemment, ça va intéresser Yannick d'entendre parler de ça, et puis Yves Parlier qui est dans le public. Vous avez dit, et maintenant les courses, c'est une petite nouveauté. C'est quoi le projet, justement ? Pendwick 6 va avoir 50 ans, ouais. La Whitbread va avoir 50 ans, la course est relancée, j'ai pas pu dire non. Donc du coup, on va... Puis ça nous permet aussi déjà de faire renaviguer le bateau en course, du coup de ne pas construire en plus un nouveau bateau pour faire de la course, pour moi c'est assez important. Pour la protection de l'environnement, justement. Oui, bien sûr. Ouais. Bah, il a 50 ans, il va très bien, je vois vraiment pas pourquoi est-ce que j'irais prendre un autre bateau. Et du coup, nous, ça nous fait faire en plus tout un tour du monde. Bah, on va partir pendant 8 mois sans prendre l'avion et on va pouvoir faire tous les continents. Et on va travailler autour de la thématique de l'héritage. Parce qu'on a tous un énorme héritage, que ce soit social, économique, environnemental et culturel. On a plein de choses en héritage. Maintenant, est-ce que ce patrimoine, du coup, en héritage, est-ce qu'on est fier de ce qu'on va redonner ou pas, quoi ? Et bien justement, c'est tout le sujet de cette émission et de la vocation de ce rendez-vous dont vous venez de parler à l'instant, Yves Foulon. Concrètement, avec l'expérience que vous avez et vos multiples voyages, quand vous voyez ce bassin d'Arcachon, qu'il est décrit, qu'on le revoit tout à l'heure dans ce reportage, est-ce qu'il vous fait penser à un autre endroit dans le monde, en France ? Bon, il y a plusieurs endroits maintenant. Mais il est assez unique, évidemment. Mais je pense que la Camargue a un peu les mêmes problématiques, où il y a énormément d'industries autour, enfin de culture, de tourisme, de voyage. Il y a une faune qui est extrêmement développée aussi là-bas. Je pense que vous avez à peu près les mêmes problématiques. Ouais. Alors justement, Yannick, un regard de navigateur, faut-il le rappeler, vainqueur du dernier Vendée Globe, un marin qui a fait ses armes ici sur le bassin d'Arcachon. Quand vous êtes en train de faire le Vendée Globe, 80 jours, je le rappelle, une fabuleuse aventure, est-ce qu'on a quand même le temps de regarder et en tout cas de se sensibiliser ou d'en profiter pour sensibiliser les autres à la protection des océans et de la nature en général? Ou est-ce que c'est plutôt une fois qu'on est revenu qu'on peut avoir ce genre d'opération? Oui, ça dépend des fois, ça dépend des courses. C'est vrai que sur le Vendée Globe, la compétition a été très prenante, donc on n'a peut-être pas le temps de trop regarder. Moi, pour ma part, c'est vrai que sur le tour du monde, je n'ai pas rencontré beaucoup de pollution. J'en ai pas vu beaucoup, et souvent je dis que les pollutions partent de la terre, des rivières, des ports, avant d'arriver en mer. Donc il vaut mieux regarder la pollution depuis la mer vers la terre que de la terre vers la mer, je pense. Mais oui, on y est sensible, et puis surtout, on veut préserver l'environnement dans lequel on a la chance de pratiquer notre sport. Moi, j'ai commencé sur le bassin d'Arcachon, la voile, avec tous mes amis arcachonnais. Et c'est vrai que de protéger ce bassin, de protéger les océans, ça fait partie aussi de notre métier, enfin d'en parler du moins, et de faire tout pour que nos enfants aient cet endroit dans le même état que nous, on l'a connu à l'époque. Est-ce que l'engagement que porte aujourd'hui Marie pourrait vous tenter, alors pas évidemment dans votre profil actuellement de course, puisqu'il est déjà bien garni, mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous tenter, Yannick, ou est-ce que vous dites, bah non, moi je fais une activité différente, il faut la rappeler, hein, vous créez des hydrogénérateurs qui permet aussi de faire des économies, donc est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui ou dans quelques temps pourrait faire que Yannick Bestaven devienne lui aussi un peu un porte-parole de cette protection de l'environnement, sous quelle forme ? Oui, enfin porte-parole, oui, enfin surtout d'amener des personnes qui peuvent y réfléchir, qui peuvent le protéger, qui peuvent l'analyser. Des voyages un peu scientifiques, ça m'a toujours intéressé. Donc je trouve très bien ce que fait Marie, d'amener des personnes différentes à bord de nos bateaux pour
découvrir les océans. Moi, c'est sûr que lors d'aujourd'hui, c'est la course qui me passionne. Moi, je navigue avec des grands foils et le plus vite possible, et avec des hydrogénérateurs, dont c'est le papa de Marie, d'ailleurs, Éric Tabarly, qui avait inventé le premier hydrogénérateur. Donc, comme quoi l'idée a fait son chemin, mais oui, oui, bien sûr. Alors justement, vous en parliez, un gros programme de course. On vient d'entendre parler d'un travail d'équipe. On a entendu aussi Yves Foulon en tant qu'élu dire que c'était important de partager. On a toujours l'impression que le coureur en solitaire est solitaire. Il ne l'est pas du tout. Ça serait peut-être bien justement de rappeler ici, au-delà de votre programme et de vos prochaines courses, à quoi sert l'équipe qui est autour de vous. Elle est très importante. Moi, j'ai une équipe très expérimentée autour de moi qui m'a aidé à préparer le bateau depuis 3 ans. Souvent, je dis on fait du solitaire, mais je compare ça au rugby. C'est vrai que moi, j'ai marqué l'essai, j'ai gagné le Vendée Globe, mais grâce à tous mes coéquipiers, toute mon équipe qui m'a aidé à avoir un bateau fiable sur lequel j'ai pu attaquer, j'ai pu gérer ma course sans souci, car derrière, le bateau avait été très bien préparé. Donc l'équipe, elle est ultra importante. De toute manière, dans la vie, on ne fait rien tout seul. Même si on finit par faire 3 mois en solitaire, c'est quand même 4 ans de préparation en équipe avec 12 personnes en ce qui me concerne. Donc oui, l'équipe est primordiale. Ouais. Allez, 2 mots pour qu'on sache où on vous retrouve très bientôt. Prochaine course avec quel bateau? Eh bien, les courses à venir, Fastnet et Transat Jacques Vabre, et puis la suite est en train de s'écrire. Ouais. Il est très discret sur la suite pour l'instant. Ça va venir, on va le savoir rapidement. Allez, eux, ils ont aussi un sens de l'équipe qui est simplement vital. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en équipe. On n'est pas ici, ni les uns ni les autres. Si on a un problème en mer, c'est évidemment la Société nationale de sauvetage en mer. Et je sais que c'est très important sur le bassin d'Arcachon. On va saluer le président de la station SNSM d'Arcachon, Gilda, qui était avec nous ici sur ce plateau, Gilda Sitaram. Et puis, c'est l'occasion de mettre en avant des femmes qui sont des femmes sauveteuses. Elles sont du bassin et elles travaillent, en tout cas, elles sont bénévoles sur le bassin. On va les retrouver tout de suite. SMS 250, SMS 250 de SMS 516. Oui, je vous reçois. Parlez. Je m'appelle Eve Sitaram. Je suis militaire sur la base aérienne de Cazaux, au sein de l'EH Pyrénées. Et à côté de ça, je fais sauveteur nageur de bord à la SNSM d'Arcachon. Je m'appelle Eva, j'ai 29 ans, je suis arrivée sur le bassin à l'âge de 2 ans. Je suis audioprothésiste et opticienne, pompier volontaire à l'Èche Cap Ferré depuis quelques mois et ça fait 2 ans que je surveille les plages à l'océan du Truc Vert. Depuis 6 mois, j'ai intégré la station SNSM de l'Èche Cap Ferré. C'était une envie depuis 1 an d'intégrer la SNSM. Donc j'ai mis un peu de temps, mais ça s'est fait. Pour l'instant, je suis considérée comme stagiaire, donc j'apprends pendant 1 an le côté un peu canotier. Et après, en vue d'intégrer une formation sur Arcachon au mois d'octobre, la formation SNB1, sauveteur nageur de bord 1. Ça me permet, à partir du GEMA ou du semi-rigide 649, de partir chercher une personne en détresse dans l'eau. On a été déclenché par le cross-exercice pour aller du côté des cabanes Chanquet pour un kitesurfer qui avait fait une chute et qui se plaignait donc d'une douleur au niveau du cou. Donc la vedette et le semi-rigide ont été déclenchés pour aller secourir la personne. On coordonne avec le patron de sortie qui est sur la vedette. Donc nous, on part en avance de phase, donc les nageurs, pour aller évaluer un peu les dégâts, si on peut dire. Et ensuite, on fait les premiers secours sur la personne. Donc nous sommes en présence d'un homme, Emmanuel Dupont, 34 ans. Il habite à Arcachon. Température 37 degrés. Une ambulance vous attendra, les pompiers vous attendront au port d'Arcachon. Dans mon équipage, je suis la seule femme, mais ça se passe assez bien. Bon, il y a toujours un peu des blagues. Mais je pense que c'est un peu partout pareil, donc dans l'armée c'est pareil. Mais ça reste gentil, il n'y a pas de problème. C'est comme les sauveteurs sur les plages, c'est un monde d'hommes. Mais il y a de plus en plus de femmes qui s'intègrent à ça. Il faut de tout pour faire un monde, donc j'encourage les femmes à nous rejoindre en tout cas. On a des choses à apporter aussi, on a tous des compétences différentes et c'est ce qui permet de former une équipe avec une bonne cohésion, une équipe soudée, mais avec plein de compétences et de connaissances différentes. On continue avec Yannick Bestaven. C'est des moments forts qu'on connaît et que vous avez connus encore récemment sur Vendée Globe. Yannick, vous avez été détourné pour que ça se termine bien. Vous avez cherché Kevin Escoffier, votre copain, le skipper, qui était en mer. Comment on vit ces moments de recherche?
C'est toujours des moments délicats. C'est vrai qu'on a beau être entraîné, on fait des stages de survie, d'entraînement, mais ça ne se passe jamais comme on aimerait que ça se passe. Il y a toujours des imprévus. Moi, c'est vrai que quand la direction de course m'a appelé, quand Kevin avait cassé son bateau en deux et m'a dit que le bateau coulait et que Kevin était dans son radeau de survie. Un radeau de survie, c'est une piscine pour enfants avec 3 boudins au milieu de l'océan Indien avec 6 mètres de creux. Et je suis arrivé à la tombée de la nuit sur le bateau de Jean Le Cam, que j'ai vu en VHF, qui m'a dit qu'il avait raté le sauvetage de Kevin. Donc là, tous les deux, on a pensé que ça allait être très compliqué, voire impossible. Et c'est vrai que pendant la nuit, ces balises se sont éteintes, on n'avait plus aucune trace. Donc les recherches ont été compliquées, longues. On pensait ne plus le retrouver. Au petit matin, la balise a émis à nouveau et Jean a pu sauver Kevin. Et c'est vrai que ça a été un soulagement et que les 4 marins, Boris, Sébastien Simon, moi et Jean, on a carrément arrêté notre course. La course n'avait plus lieu d'être tant que Kevin était à l'eau. Est-ce qu'on change justement, alors la course a repris ses droits parce que heureusement la vie avait repris et c'était formidable ce qui est arrivé avec Kevin. On l'a vu d'ailleurs très récemment sur le bassin d'Arcachon, Kevin, puisqu'il a accompagné l'ultime de Banque Populaire. Est-ce que l'on change son rapport à la quête de performance? Est-ce que l'on change cette course que vous étiez en train de mener et sa mentalité? Est-ce qu'elle est en train de faire en sorte qu'on imprime un nouveau logiciel qui dit sois plus prudent Yannick, ou est-ce que ça disparaît aussi vite? Non, c'est vrai que la vie reprend vite le dessus. Moi, j'ai mis peut-être 24 heures à me remettre dans la course. Et puis en plus, j'avais perdu des places. J'étais à la 3e position, je suis retrouvé 7e ou 8e. Donc il a fallu se remettre en route, essayer de remonter les bateaux devant moi. Et très vite, on oublie et très vite, on se remet à fond la caisse. Et c'est ce qui nous passionne, ce qui nous motive. On sait que des fois, on prend un peu des risques, mais c'est notre sport qui est comme ça. Il faut savoir aller vite tout en restant prudent. Et voilà, c'est ça le Vendée Globe. Alors, c'est pas le Vendée Globe qu'elle va faire, Marie. Elle nous a dit qu'elle va faire des courses différentes. On va la retrouver donc en skipper. Je vais revenir sur cette volonté, cet attachement que vous avez aujourd'hui à défendre le milieu marin et l'océan et la planète en tant que telle. Est-ce que vous êtes partie de ceux qui disent on s'y prend déjà trop tard et que vous avez un regard pessimiste, ou est-ce qu'au contraire, vous avez envie de transmettre un message d'optimisme en disant il n'est jamais trop tard pour bien faire? Comment vous positionnez le curseur justement par rapport à ce que d'un côté vous observez avec des scientifiques, de ce que vous voyez vous-même et de ce que vous pourriez faire? Non, mais si on était pessimiste, ça fait longtemps qu'on serait tiré une balle, quoi. Il y a un moment où l'être humain ne peut pas fonctionner comme ça. Ou alors, on ne vit pas, quoi. On sait que si on regarde les choses vraiment en face, on sait que c'est dramatique. Il y a tout qui nous le dit, il y a tous les curseurs qui sont là pour nous le dire. C'est pas moi qui invente des choses, quoi. Il y a un moment, mais on ne peut pas vivre comme ça. Et il y a plein de belles choses aussi qui sont en train de se passer sur Terre. Il y a plein d'évolutions de comportement, il y a plein de natures aussi qui sont en train de revenir dans le bon sens aussi. Donc il y a des gens aussi qui en parlent. Donc j'ai 37 ans, je vais pas passer les 40 prochaines années de me dire qu'on va... Ou alors on achète des gros 4x4, on va se faire des barbecues en permanence et puis on va se construire des... on est forcément optimiste. On ne peut pas vivre autrement. Très concrètement, dans ce que vous êtes en train de développer, de monter, dans ce que vous avez dans vos échanges, je parlais tout à l'heure des scientifiques, des artistes, qu'est-ce que c'est le message le plus simple à faire passer là, vous disiez, vous êtes d'une génération qui a 37 ans, mais il y a des gens encore plus jeunes qui sont peut-être plus attentifs, parce qu'on dit toujours que ceux qui arrivent avec la pandémie a peut-être aidé à faire prendre une prise de conscience plus forte. C'est quoi le message principal que vous avez envie de transmettre quand vous revenez de ces expés, ou en tout cas que vous les montez, que vous accompagnez des gens? S'il n'y en avait qu'un seul, c'est compliqué. 2 ou 3. Non, mais en fait, je pense que si on résume, à chaque fois, c'est toujours le fait de savoir que tout est lié et que tout ce qu'on fait a un impact et qu'à partir du moment où nous, on ne va pas être bien en accord et en justesse déjà avec nous, on ne peut pas être en accord avec le monde qui nous entoure. Et plus on va prendre bien soin de notre personne sans être égoïste, mais il y a un moment, il faut l'être un peu quand même, on ne peut pas vivre correctement sur Terre. Yannick, par rapport à ce que dit Marie, est-ce qu'il y a un mouvement que vous pourriez vous lancer et dire, voilà, il y a quelque chose qu'on pourrait faire, c'est assez simple, sur la dépollution ou sur des plastiques dans l'océan, ou est-ce que par rapport même aux bateaux de course, vous vous dites, attention, à un moment, il faudra qu'on soit un peu plus responsable, nous aussi, pour la fabrication de nos bateaux, où on met du carbone, on veut-tu en voilà, etc. Est-ce qu'il y a des mouvements à engager? Oui, bien sûr, il y a des mouvements à engager. Après, moi, je suis hyper positif parce que je trouve qu'il y a plein d'associations, il y a plein de choses qui se passent. Moi, je soutiens une association Écomère depuis bien longtemps, avant le Vendée Globe. Je n'ai pas eu besoin de gagner le Vendée Globe pour parler de protection de l'environnement ou de mettre des choses en place, quoi. Et bien heureusement, et moi je me rappelle, les premiers Vendée Globe avec Titouan Lamazou, l'environnement, on s'en moquait, quoi. On jetait nos grands voiles par-dessus bord, on en apportait 2, on jetait nos pilotes automatiques. C'est parce que c'était notre époque, on n'avait pas la même prise de conscience, et je pense qu'aujourd'hui, au contraire,
tout le monde se soucie de l'environnement et tant mieux. Et je trouve qu'on fait moi, je suis hyper positif de toutes les actions que je vois mener. Après, c'est vrai que nous, on construit des bateaux en carbone, que nos bateaux à recycler, c'est pas évident. Après, comme je disais hier à Marie, c'est des déchets inertes. Quand on perd un foil, et dans 2 siècles, le foil fera un bel abri à poissons. Peut-être qu'il polluera moins. Mais il faut qu'on fasse attention dans notre modèle économique. Et quand on parle, il faut arrêter de faire du greenwashing aussi un peu. Et mettre vraiment des actions en place, quoi. Donc il faut qu'on consomme mieux et qu'on dépense un peu moins de matière dans tout ce qu'on fait. Alors justement, cette décision-là, elle est souvent politique. Yves Foulon, vous en êtes aussi un ici qui représentez donc ce bassin d'Arcachon. Qu'est-ce qui vous inspire là pour faire cette synthèse, ces deux belles personnes avec des belles idées? Quelles leçons on pourrait retenir, vous pourriez retenir pour le bassin précisément? Yannick et Marie, en fait, je les remercie d'ailleurs d'être là pour cette émission. C'est très sympa à eux de prendre un peu de temps et de s'occuper du bassin d'Arcachon. Ils incarnent en fait deux choses auxquelles nous sommes attachés. D'abord, ce sont des compétiteurs. Le bassin, c'est aussi plein d'énergie, de volonté, d'envie, de dynamisme. Donc, ils incarnent ça. Et ce sont des protecteurs. Et en protégeant l'océan au sens large, ils s'intéressent aujourd'hui au bassin d'Arcachon. Et ils correspondent tout à fait à la volonté que j'ai exprimée tout à l'heure du CIBA, qui est de protéger le bassin d'Arcachon. Après, ils ont un autre volet auquel nous sommes attachés, parce que c'est identitaire, c'est la voile. Ils sont tous les deux des voileux. Et le bassin d'Arcachon suscite des grands champions. On avait Yves Parlier il y a quelque temps, qui est un peu le parrain des voileux d'Arcachon. Revendiqué comme mentor de Yannick. Bien sûr, hein. et qui a un lien aussi avec Marie. Et qui a navigué avec le papa évidemment. Et puis on a maintenant Yannick Bestaven qui est ici, qui est d'ici aussi. Et la voile est pour nous identitaire et on veut transmettre cette passion de la voile. On apprend à faire de la voile à Arcachon et on devient grand champion ensuite sur les océans. Donc on est très heureux de les avoir tous les deux et qui sont les deux l'incarnation de nos volontés. Et donc de volonté peut-être à partager, et comme l'invite beaucoup Marie, peut-être d'élargir, faire durer ce débat et trouver des belles idées pour protéger le bassin. J'en profite pour saluer les Frères de la Côte. C'est une confrérie qui est présente ici, elle est représentée sur ce plateau par Robert Champagnat, qui participe aussi à toutes ces réflexions. Et puis je vais vous remercier à mon tour, après Yves Foulon, d'avoir participé à cette invitation, à cette réunion très sympathique dans cette très belle cabane. Et puis comme c'est sur le bassin d'Arcachon, ça va se terminer par un plateau d'huîtres, forcément des huîtres du bassin. Et on va rester après ensemble pour un reportage qui va s'appeler De la mer à l'assiette. On va aller de la pêche avec Christophe Castin jusqu'au restaurant d'Arnaud Chartier à Arès, que Yves Foulon connaît forcément. On passera par la Criée, par chez Méric. On va voir tout ce travail qui est fait. Et puis saluer Léa Destrion qui est avec nous ici, une femme ostréicultrice. Elle est à Gujan-Mestras. Allez, on va passer à table et c'est tout de suite. Je vous invite. Ça va fumer grave. Cette première émission de Terre de Mer touche à sa fin. Nous allons nous quitter une fois encore avec de très belles images du bassin d'Arcachon. Elles nous sont envoyées par Christelle Barthes. Ce sont des images du port de Biganos. Vous pouvez maintenant vous aussi commenter, liker, partager cette émission. Nous vous donnons rendez-vous pour cet automne. En attendant, on vous souhaite à toutes et tous un très bel été sur le bassin d'Arcachon évidemment.